Donc, bonjour, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est le cours sur les troubles cognitifs. Donc, on va commencer en y allant comme ceci pour le PowerPoint, le plan d'aujourd'hui. Ça va être l'épidémiologie des troubles cognitifs, les principaux tests utilisés, le vieillissement normal versus c'est quoi un trouble cognitif. On va aussi parler des types de démence et l'Alzheimer et les trucs et conseils pour intervenir avec une clientèle qui a des troubles cognitifs. Donc, dans un premier temps, la cognition. Bon, c'est quoi la cognition? C'est la cognition et les fonctions exécutives supérieures sont considérées dans un sens large comme l'ensemble des capacités mentales. Puis c'est important d'avoir les deux termes, l'acquisition et le maintien des connaissances. Donc, c'est pas juste acquérir les connaissances, c'est aussi les maintenir. Puis ensuite, ça correspond à quatre tâches en fait, trois tâches en fait qui sont traitées, transformer et emmagasiner les informations. Donc, si on vous questionne c'est quoi la cognition, ça va être important de savoir c'est quoi que c'est l'acquisition, le maintien des connaissances, puis que ça sert à trois tâches qui est traiter, transformer et emmagasiner les informations. Maintenant, c'est sûr qu'en vieillissant, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des atteintes au niveau cognitif, c'est-à-dire une diminution de l'efficacité de la cognition. Puis là, c'est là que je vais vous parler des fonctions cognitives supérieures, mais pour ça, il faut savoir qu'il y a deux types d'intelligence principale. On appelle l'intelligence cristallisée. C'est plus davantage qui est en lien avec la capacité au niveau du vocabulaire, de l'information puis de la compréhension. En général, on est bon vers 20-30 ans, puis à peu près, ça diminue vers 70 ans. Ensuite, l'intelligence fluide, ça, c'est pas juste les habiletés verbales, c'est davantage être capable de raisonner les habiletés d'abstraction. En général, on est bon jusqu'à 20 ans, puis après ça, ça va diminuer progressivement. Aussi, ce qu'on observe, c'est que ça prend plus de temps. Les gens, l'attention est diminuée en vieillissant, la concentration est diminuée. Puis on voit certainement un délai dans la vitesse de traitement de l'information. Évidemment, tout ça, ça diminue avec l'âge. C'est sûr que quand on a des apprentissages à faire, c'est plus lent. En général, les personnes âgées retiennent davantage les idées principales, mais avec moins de détails, contrairement aux jeunes qui vont retenir davantage les détails. Ensuite, ce qu'on a aussi réalisé, c'est qu'il y a une moins bonne efficacité pour choisir résoudre un problème. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont prendre le chemin le plus long au lieu de prendre le chemin plus court. Des fois, on voit qu'il me semble que le choix de la stratégie n'est pas nécessairement la meilleure. On a parlé beaucoup précédemment de l'efficacité dans la double tâche. Ce qu'on réalise, c'est que c'est plus difficile pour les personnes âgées de faire deux tâches en même temps, comme marcher en comptant un robot. On avait réalisé dans les cours précédents que ça diminue la vitesse de marche, puis une diminution de vitesse de marche est associée à une augmentation du risque de chute. Ensuite, au niveau de la mémoire, la mémoire, c'est quoi? C'est important de savoir aussi c'est quoi la mémoire, de savoir la définition de l'intelligence, la définition de la mémoire. La mémoire, ce que ça permet, c'est qu'on capte d'abord l'information, ensuite on va la coder. Moi, je dis toujours, on la met dans un tiroir, puis on la conserve, puis la restituer, c'est qu'on est capable d'aller rechercher cette information-là. Donc, la mémoire a quatre rôles: capter, coder, conserver et restituer les informations. Il existe plusieurs types de mémoire qu'on va regarder ensemble. Il y a la mémoire sensorielle. Ça, c'est quand c'est issu de des images, de des odeurs. C'est conscient ou inconscient. Des fois, on peut arriver dans un endroit puis reconnaître l'odeur puis se dire hey, cette odeur-là me rappelle un souvenir, me rappelle quelque chose. Il y a aussi la mémoire à court terme, qui est aussi appelée mémoire de travail. Elle est limitée en taille et en durée. Dans le fond, c'est en général qu'on est capable de retenir 5 à 9 éléments. C'est que, par exemple, si on met une liste de mots devant la personne, puis elle doit retenir 5 mots, bien là, qu'elle doit nous les redire tout de suite après. Il y a un test cognitif qui s'appelle le MOCA, qu'on va en parler un peu plus tard, qui permet de tester ça. Dans le fond, c'est un rappel de mots et un rappel de chiffres. Mémoire à long terme, c'est tous les souvenirs qu'on est capable de garder, c'est après la mémoire à court terme, se divise en 3 étapes. Donc, on va parler un petit peu plus des 3 étapes. Les 3 étapes de la mémoire à long terme, c'est qu'un premièrement, on encode, on stocke, puis après ça, il faut être capable d'aller le rechercher. On va aller faire de la restitution, qu'on appelle. Donc, la première étape, l'encodage, c'est que là, à ce moment-là, elle vient des différents sens, puis on essaie de l'associer à une chose. Par exemple, on peut retenir par rapport à nos habitudes sociales, nos goûts, nos motivations. C'est sûr qu'on va avoir plus de facilité à encoder quelque chose qui est important pour nous, puis qui a du sens qui a du sens pour nous. Donc, par exemple,
on peut se donner des trucs. Donc, par exemple, si on donne l'exemple du citron, ben, c'est un fruit rond jaune. Des fois, on peut faire des associations entre différents mots. Ça va aider au niveau de l'encodage. Par exemple, moi, si je retiens des noms d'étudiants, j'ai de la misère, ben, ce nom-là ressemble à telle couleur de cheveux, donc l'étudiante a telle couleur de cheveux. Donc, il faut essayer de voir, de se donner des trucs pour avoir la mémoire. Des fois, les trucs mnémotechniques qu'on appelle d'utiliser tel mot, telle lettre qui représente tel pour retenir plus facilement. Donc, c'est l'encodage. Le stockage, c'est qu'une fois encodée, l'information est stockée dans la mémoire permanente. Des fois, il peut arriver un certain degré d'effacement, puis l'information doit être consolidée. Ils disent, moi, j'avais déjà entendu qu'il faut le retenir, le réviser 7 fois avant de le retenir. Mais des fois, c'est de cette façon-là qu'on peut stocker davantage l'information. C'est dans la ressortir, la réutiliser, la ressortir, la réutiliser le plus possible. C'est sûr que plus l'information est consolidée, moins elle est vulnérable à l'oubli. Puis c'est intéressant, d'où l'importance du sommeil. C'est le sommeil dans sa phase paradoxale, ainsi que les révisions, ça aide à un rôle dans la consolidation. Donc, si vous prenez la décision de ne pas dormir en étudiant, ce n'est pas nécessairement une bonne décision. Ça va nuire à votre stockage d'informations. Ensuite, la restitution, en fait, c'est le processus qui consiste à aller chercher l'information stockée. Mieux il est codé, élaboré, organisé, plus il sera facile à retrouver. C'est important dans ce sens-là d'aller chercher des indices pour aller rechercher l'information. C'est important de savoir ça parce que des fois, on peut donner des trucs à nos personnes âgées sur la façon de se rappeler de nos exercices. C'est important de dire, vous pouvez le mettre de telle façon, utiliser une feuille ou nos conseils. C'est important de répéter. Vous allez voir, avec les personnes âgées, on répète énormément. Bon, en ce qui concerne la mémoire à long terme, les structures, bien ça ne sera pas nécessaire de les savoir par cœur. Je vous en informe pour que vous ayez une bonne idée. C'est l'hippocampe qui a un rôle dans la consolidation de l'information. Évidemment, les lobes frontaux, parce que c'est toujours là que la logique est là. Ça sert au niveau de l'encodage, de la récupération, puis des noyaux gris centraux qui sont davantage au niveau des procédures, des choses qui se font naturellement, comme la signature. Ça peut être de quoi qui se fait de façon procédurale, on ne s'en rend pas compte, puis on signe, puis on n'a pas besoin de trop réfléchir. La mémoire, les facteurs qui peuvent influencer la mémoire, évidemment, si on est fatigué, on peut avoir plus de difficultés. Il y en a qui ont des capacités d'attention, de concentration qui sont diminuées. On parle toujours du TDAH. Qualité de sommeil, comme je vous parlais, ça va jouer au niveau de la consolidation de l'information. C'est certain que si on n'est pas motivé, qu'on n'a pas d'intérêt, il y a bien des chances qu'on ne retienne pas. Si on est bien émotif, que notre humeur n'est pas adéquate, ça peut affecter. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des troubles au niveau de l'intelligence, ça va être plus difficile d'avoir une mémoire. La culture, ça c'est quand même intéressant, c'est que dépendant des cultures, ça va un peu sur les priorités de ce qu'on veut retenir. Il y en a qui vont avoir de la facilité pour la mémoire, d'autres qui n'auront pas. L'âge, le sexe, je ne sais pas au niveau du sexe, mais au niveau de l'âge, c'est sûr que plus on vieillit, plus c'est difficile. Le sexe, c'était d'un facteur, mais je ne peux pas vous dire si les femmes ou les hommes retiennent plus ou moins. Je n'ai pas vu d'études sur le sujet. Puis l'entraînement, c'est sûr que plus on s'entraîne à notre mémoire, mieux on va être. Quelqu'un qui est aux études va le retenir davantage. Bon, le vieillissement au niveau de la mémoire, c'est sûr qu'il y a une diminution de l'efficacité de la mémoire à court terme. Ça prend plus de temps pour encoder de la nouvelle information. On a de la misère après ça à aller restaurer l'information dans le long terme, puis il faut vraiment utiliser des indices pour aller chercher des rappels d'informations. C'est sûr que quelqu'un qui a une maladie physique, ça va affecter particulièrement au niveau de la circulation au niveau du cerveau, donc ça peut amener une décroissance intellectuelle. Vous allez voir, il y a certaines formes de maladies cardiovasculaires ou diabète qui vont vraiment diminuer les fonctions mentales, puis ça, c'est à cause de la circulation qui se fait moins bien au niveau du cerveau. Il y a moins d'oxygène d'acheminer, donc ça peut affecter énormément. Donc, on avait déjà parlé précédemment de la démographie des troubles cognitifs. Ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde qui a des troubles cognitifs. Overall, si on regarde les problèmes les plus sérieux, c'est 5 à 8 %. Les problèmes moins sérieux, 16,6 %. Puis aucun problème, 77,6 %. C'est sûr que plus on observe, plus on vieillit, plus les statistiques augmentent. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter trop avec les troubles cognitifs. Puis ici, c'est vrai, au niveau des troubles cognitifs, on en a parlé par rapport au sexe, c'est là qu'on a les prévalences. Les femmes ont davantage de troubles cognitifs que les hommes. Donc, c'est ce qu'on observe ici. On en avait déjà parlé précédemment. Les 10 signes prédicteurs d'un trouble cognitif, ça qu'il faut être attentif. C'est quand on voit qu'il y a une perte de mémoire qui affecte la vie de tous les jours. On oublie d'aller faire des commissions, on oublie des rendez-vous. Ça peut être des choses qu'on peut surveiller. La difficulté à effectuer des tâches familières comme cuisiner, puis se rappeler faire le lavage sans mettre le savon. On peut aussi les troubles de langage, oublier des mots, pas utiliser les mots correctement.
Si on ne sait plus quelle date on est, où on se situe, on appelle la désorientation dans le temps et l'espace, on l'a beaucoup vu. Si on a un jugement qui est affaibli, on prend des drôles de décisions. Ça, j'avais un grand-père que lui, il avait été, voulait éteindre les lumières de Noël dehors. Il était sorti en boxeur, les dévisser une à une. C'est peut-être pas un bon jugement. Ensuite, des notions abstraites, quand c'est des notions moins claires, qui ont de la misère à comprendre. Si on voit, par exemple, le lait qui est rangé dans l'armoire, si on voit qu'ils sont plus sensibles au niveau de l'humeur, des comportements plus agressifs, qui n'ont plus la même personnalité. C'était quelqu'un qui était très doux, puis là, maintenant, il est rendu plus agressif. Quelqu'un qui manque d'initiative aussi, c'est des signes prédicteurs d'un trouble cognitif. Donc, c'est à surveiller avec nos personnes âgées. Les tests qu'on utilise pour les troubles cognitifs, il y a le MoCA, le Mini Mental State Exam, puis le Time Up and Go Imaginé qu'on a déjà vu. Le MoCA, je vous en parle parce que c'est un test de dépistage. Ça peut être facile à faire. On n'est pas psychologue, mais je vais vous en parler parce que vous allez voir des résultats du MoCA aussi dans l'analyse de vos dossiers. Donc, le MoCA, ça ressemble à ça, cette feuille-là. Un score de 26 et plus, c'est normal. Ici, la première section en haut, c'est les attitudes visio-spatiales. Donc, la personne doit écrire, par exemple, 1A, 2B, 3C, 4D et suivre les lignes. Ensuite, elle doit reproduire le carré qui est là. Ensuite, c'est une horloge. Elle doit écrire l'heure en inscrivant les grandes aiguilles, les petites aiguilles et les cercles. Ici, elle doit nommer les images. Ici, il y a 5 mots. Elle doit les nommer. Et à la fin du test, on demande qu'elle les rappelle. Ici, c'est des chiffres qu'elle doit nommer. Ici, elle doit les nommer dans l'ordre inverse. Ici, on nomme une série de lettres, puis à chaque fois qu'on dit, par exemple, la lettre A, elle doit taper sur la cuisse. Ici, c'est du calcul mental, genre 100 moins 7, puis ensuite, et ainsi de suite. Ici, c'est une répétition de phrases. Ensuite, c'est par exemple, on fait des associations orange, banane, donc l'association est fruit. Donc, il faut trouver l'association qui va ensemble. Puis ici, on demande de répéter les mots d'en haut. Et maintenant, on demande l'orientation dans le temps et l'espace ici. Donc, avec ça, on a le total sur 26. Le mini-mental, c'est similaire. On demande encore l'orientation dans le temps et dans l'espace. On va demander des mots à se rappeler. On va aussi demander des calculs. Et aussi, on va demander le rappel des mots, puis de répéter des phrases. Puis aussi, on va demander aux gens de faire des habiletés de construction, de dessiner. Celui-là, c'est aussi un score de 27 et plus qui est normal. Le test de l'horloge, c'est un des tests que vous voyez dans le MoCA. C'est qu'en fait, dessiner l'heure, c'est un test qui... On ne peut pas l'utiliser seul comme test, mais parce qu'on dit que plus que 2 erreurs, c'est davantage de tests cognitifs sont nécessaires, mais il fait partie du MoCA. Si on regarde ici, il faut que l'aiguille, elle doit être bien positionnée. Il manque un chiffre ici, donc ça doit être bien positionné. Ici, on voit les aiguilles sont collées, sont les deux de la même longueur. Ici, ça, c'est un cas d'émis... Quelqu'un qui a de l'émi-négligence risque de développer ça comme ça. Puis on peut même voir jusque-là que la personne n'a pas du tout compris le concept. Bon, le Time Up and Go imaginé, je vous le laisse ici, on l'a déjà vu. Ici, on a la formule pour l'effectuer, puis on a ici le temps de 13,5 secondes qui indique un risque de chute qui est augmenté. On l'a pratiqué, vu et revu. Bon, maintenant, la confusion versus la démence, OK? Parce qu'une personne peut être confuse sans avoir nécessairement le trouble de démence. C'est la personne qui a des troubles de mémoire, termes et vagues et non spécifiques désignant un mauvais fonctionnement d'une des plusieurs fonctions cérébrales. C'est que là, soudainement, elle a un problème de mémoire, d'orientation, de jugement, d'abstraction. On voit que la personnalité est affectée, le langage est affecté, l'attention, la praxis, ça veut dire la capacité à faire des tâches motrices, l'apprentissage, les fonctions exécutives, les modifications perceptuelles. Tandis que la démence, ça, c'est un trouble qui est quand même... une maladie. Une confusion, ça peut être temporaire. Une démence, c'est plus permanent. Dans le langage médical, c'est une altération de la mémoire qui interfère de façon significative avec le fonctionnement antérieur, mais non. Puis, en général, ça doit être pendant au moins 3 mois. C'est la différence, c'est principalement là. Si je vous demande la différence entre une démence et une confusion, c'est de savoir que la confusion, c'est temporaire. La démence, il faut que ça soit présent depuis plus de 3 mois. Dans le fond, on va avoir de l'aphasie, de l'apraxie, de l'agnosie. L'agnosie, c'est les troubles de reconnaissance. Ils ne reconnaissent pas. Aphasie, trouble de langage. Puis, ça fait que on appelle ça sénile quand c'est 65 ans et plus. 64 ans et moins, ben, c'est pré-sénile. Habituellement, on voit plus ça après 65 ans. La démence, c'est un trouble neurocognitif qui est caractérisé par des déficits cognitifs multiples.
Puis, selon le type de démence, il existe plusieurs types de démence. Celle qu'on connaît le plus, c'est l'Alzheimer. Ensuite, la démence cérébrovasculaire qui est atteinte à un problème de circulation. La démence à corps de Lewy qui est associée avec le Parkinson, qui est une forme de Parkinson en fait. Frontotemporale, ça c'est quand il y a des atteintes au niveau du jugement. L'aphasie progressive, c'est quand il y a des troubles de langage. On va principalement parler des trois premières, je vais en parler un petit peu plus loin. Puis aussi la dépression chez la personne âgée qui atteint quand même 2 à 20 et les troubles du sommeil qui atteignent à peu près 77 à 88 donc ça a un impact important aussi sur les troubles cognitifs parce que moins on dort, plus on est fatigué, plus l'attention, la concentration diminue. Il y a une phrase qui avait été dite par un pharmacien qui nous enseignait « l'âge dort mal ». Donc c'est important de savoir que les personnes âgées ont tendance à réellement mal dormir. La démence, c'est environ 450 000 Canadiens de plus de 65 ans. En 2007, il y avait 97 000 nouveaux cas. C'est 80 des personnes en CHSLD. Puis, c'est environ 8 des Canadiens de 65 ans et plus, 11 des 65 à 84 ans. Puis, c'est sûr que plus on vieillit, pire c'est. Donc, c'est la logique avec la démence. Plus on vieillit, pire c'est. La démence, il y en a qui sont irréversibles, puis il y en a qui sont réversibles. Quand on parle de démence irréversible, c'est les principales maladies. Vous allez voir, la délirium et la pseudo-démence, c'est un petit pourcentage, mais ceux-là sont réversibles. C'est un épisode de démence qui est temporaire. Pseudo-démence, c'est associé à la dépression. On va en parler un peu plus. L'Alzheimer, c'est quand même ce qu'on entend le plus souvent, 50 à 64 des cas. La démence vasculaire, c'est le deuxième à 20 à 30 frontale 20 mix, c'est quand on a un combo de tout ça. Corps de Lewy, c'est quand même fréquent, vous allez en voir en CHSLD si on a la chance d'y aller, avec le Parkinson. Les autres, les démences alcooliques, maladie de pic, Parkinson, c'est parce qu'on l'associe parfois à une démence. C'est vraiment plus faible à ce niveau-là. Le Parkinson pur n'est pas nécessairement associé à une démence. Donc, il va y avoir le délirium puis la pseudo-démence qui est réversible. Bon, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est très important de savoir c'est quoi la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie dégénérative du système nerveux central et non périphérique central qui est d'origine inconnue. Ça se manifeste par un syndrome de démence qui est lent, qui est évolutif avec de l'aphasie, difficulté à parler, apraxie, difficulté motrice et agnosie, difficulté de reconnaissance, qui est une atrophie progressive de quoi? De l'écorce cérébrale. C'est important de connaître la définition de l'Alzheimer. On peut le voir d'une façon histologique dans le cerveau. Donc, quand les gens décèdent, on pourrait faire une autopsie, on pourrait avoir des confirmations à ce niveau-là. Il y a des plaques séniles qu'on observe, puis une dégénérescence neurofibrillare. Donc, ça peut être confirmé par de l'imagerie. C'est quand même un problème qui est important, puis c'est quasiment un problème numéro 1 au niveau des pays occidentaux. La maladie d'Alzheimer, la forme plus courante, ça fait partie de la démence, c'est une des plus courantes. Comme on dit, elle représente 64 5 des Canadiens de 65 ans et plus et 25 des 85 ans, donc c'est pire en vieillissant. L'Alzheimer, ça touche davantage les femmes, puis ça amène quand même de la mortalité. C'est la 6e cause de mortalité chez les gens de 65 ans et plus. Il y a plusieurs phases à l'Alzheimer, mais il y a certaines phases paraissent-ils qui seraient associées à de la dépression, de l'anxiété, même avant l'apparition de l'Alzheimer. Donc, au début, on voit que la personne va oublier, chercher des mots, elle va être perdue un peu dans l'espace longtemps. On va dire qu'il y a un petit quelque chose qui est différent, mais c'est quand même assez léger comme atteinte. Après ça, elle va commencer en phase intermédiaire à oublier des événements les plus récents, avoir de la difficulté au niveau de tout ce qui est tâches, planifier un repas, planifier la prise de médication, avoir de la misère à cuisiner. Le risque qu'on a avec les gens Alzheimer quand ils s'habitent seuls, c'est d'oublier la cuisinière ouverte, puis un risque de feu à ce moment-là. En 3e phase, on retrouve les patients sont plus confus, désorientés. C'est là souvent, on se retrouve à ce qu'il y ait des problèmes physiques aussi. Ils ont de l'incontinence, il y a de la rigidité. Ils ne se rappellent plus d'aller à la salle de bain. Ils sont plus capables de se rendre à la salle de bain. Puis il y a même peut avoir des hallucinations, des délires. Puis là, c'est à ce moment-là qu'ils sont très dépendants de nous. Ça peut évoluer quand même sur une période de 2 à 20 ans, mais en général, c'est en moyenne 10 ans. Il y a une échelle qui divise la maladie encore en 7 stades. On va y aller la regarder un peu. Pas besoin de savoir par cœur l'échelle, c'est pas de quoi que je vais vous demander. Là aussi, dans le tableau dans le précis de gériatrie, au tableau 16.5, donc je ne vous demanderai pas l'échelle, c'est certain. Donc, il n'y a pas d'atteinte fonctionnelle au stade 1.
Déficit subjectif, c'est que là, elle cherche ses mots, oublie l'heure des rendez-vous. Ensuite, au travail dans la société, dans la phase 3, ben là, la personne a de la misère à se rendre dans des endroits qui sont pas familiers. Elle va se perdre pour se rendre à une place. L'entourage, là, il commence à se rendre compte qu'il y a un petit problème qui n'est pas normal. Après ça, en stade 4, là, les tâches plus complexes, les finances, la planification de repas, faire l'épicerie, ça devient compliqué. Mais la personne, elle commence à nier un peu son problème. Elle dit non, non, ça va bien. Ensuite, en stade 5, elle est plus capable de choisir ses vêtements, à se laver. On commence à avoir de la misère au niveau des activités de la vie quotidienne. Conduire un véhicule. En général, c'est là qu'on ne veut plus qu'ils vivent seuls, ces gens-là, parce que ça peut être dangereux pour eux. Ils ont de la misère dans toutes leurs tâches d'activité de la vie quotidienne. Ensuite, l'assistance en 6 sont plus capables de s'habiller. Même l'hygiène, ils ne se rappellent plus comment se laver. Ça peut arriver qu'à ce stade-là, on ne reconnaît plus les enfants, le conjoint. Puis là, il y a les mouvements, la marche est instable. On commence à avoir des troubles moteurs, des troubles praxiques, le langage est plus difficile. Puis on peut avoir des troubles frontaux avec des comportements agressifs. Puis là, en stade sale, ben là, le langage devient encore plus atteint, limité à 6 mots, des phrases qui sont intelligibles, qui n'ont pas de sens. Puis à un moment donné, ils deviennent complètement, ils deviennent moins agressifs, mais là, ils ne bougent plus, ils sont plus capables de rien faire. En fait, les facteurs de risque pour l'Alzheimer, c'est sûr qu'on a vu plus on vieillit. Ils ont réalisé qu'il y avait un facteur génétique qui était le APOE4. Je ne vous demanderai pas le nom du facteur génétique. Il faut avoir une bonne idée quand même d'un petit peu là-dessus. C'est qu'est-ce qui peuvent être des facteurs de risque et des facteurs de progression, mais je ne vous demanderai jamais c'est quoi le nom du facteur génétique, là. Le diabète, les antécédents familiaux, c'est sûr que s'il y en a dans la famille, 10 à 20% plus de chances d'avoir de la maladie d'Alzheimer. C'est sûr, si on est une femme, c'est 2 pour 1. Hypertension, hypercholestérolémie, parce qu'on a réalisé qu'il semblait avoir un lien entre les maladies d'Alzheimer et la circulation au niveau du cerveau. Puis il semble que le faible niveau d'éducation peut augmenter le risque. Donc là, vous, ici, vous êtes chanceux. Vous êtes aux études, donc une scolarité de 8 ans et plus. Donc, vous vous protégez pour l'Alzheimer. Il semble avoir un lien avoir l'histoire d'arthrite, que ça serait un facteur de protection. Je ne peux pas vous en dire davantage parce que c'est plutôt des facteurs qui ont été nommés. Les gens qui ont de l'arthrite, visiblement, c'est peut-être parce qu'ils bougent plus, parce qu'ils ont de l'arthrite, sont obligés de bouger, ça active la circulation. Mais ça aurait peut-être un lien avec la médication anti-inflammatoire qui pourrait peut-être avoir un impact sur la maladie d'Alzheimer. Puis le fait de prendre des antihypertenseurs, parce que là, on ralentit les troubles circulatoires au niveau du cerveau. Donc, il y aurait peut-être de causes inflammatoires qui restent éventuellement. Il va y avoir davantage d'études qui se font. Au niveau de l'alimentation, les antioxydants, les oméga-3, le vin rouge en quantité modérée, ça semble un facteur aidant. L'activité physique régulière, parce que comme je vous parlais, il y a un facteur d'activation de circulation qui peut être aidant. Puis on parlait aussi des facteurs génétiques favorisants. Bien là, il y aurait l'APO 2 tiers que lui serait favorisant pour éviter l'Alzheimer, tandis que le E4, lui, semble être à l'opposé. Bon, comment on diagnostique l'Alzheimer? C'est sûr que c'est à l'autopsie qu'on peut savoir, mais c'est rare qu'ils le font. Mais en général, c'est un examen clinique. Ils vont faire le test mini-mental state exam qu'on a vu plus tôt. Il va y avoir une évaluation en neuropsy, une évaluation en neurologie, il va y avoir une évaluation psychiatrique, puis on va faire un examen systémique, puis des examens pour valider, pour différencier tous les types de démence qui sont possibles, parce que dépendamment des types de démence, il va y avoir des atteintes différentes au niveau du cerveau. Les traitements médicamenteux, encore là, pas besoin de les savoir. Je vous les nomme ici parce que quand vous allez lire les dossiers, ça va vous permettre de mieux comprendre, de mieux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Il y a les inhibiteurs de la cholinestérase, ce qu'on va voir qui sont Axitep, Excelon, les bloqueurs du glutamate qui sont le Exbiamémantine, puis le Risperdal que on voit souvent qui peuvent être davantage pour les problèmes d'agressivité et de psychose. Fait que c'est sûr que c'est important de savoir un peu, quand vous voyez la liste de médications, de savoir qu'est-ce qu'il y en est, si c'est la médication pour le cerveau. Donc, je ne vous demanderai jamais à un examen de me nommer c'est quoi les traitements médicamenteux de l'Alzheimer, juste avoir une idée des noms quand vous allez lire les dossiers. Bon, les stades de la maladie d'Alzheimer. Comme je disais, je ne vous demanderai pas précisément les différents stades parce que dépendamment où on voit, il y en a un qui a 7 stades, l'autre 3 stades. Là, ici, on parle de 5 stades. C'est juste avoir une idée de l'évolution globale. Au début, c'est asymptomatique, donc ce qu'on doit faire, c'est de la prévention sur les facteurs de risque, hypertension, diabète, cholestérol. Troubles légers, maintenant, ce qu'il essaie de faire, c'est de voir si l'entraînement cognitif, ça pourrait aider à diminuer l'évolution de la maladie d'Alzheimer. C'est encore à l'essai, c'est encore à l'étude.
Si une maladie d'Alzheimer qui est légère à modérée, bien là, on va commencer à éduquer. On va penser au mandat d'inaptitude parce que là, la personne, elle peut encore le signer. Donc, si elle devient inapte, qui va prendre ses décisions à sa place? Ça va être le temps de voir là, pour la sécurité en auto. Puis souvent, ce que je suggère, moi, si vous avez des doutes, référez les gens à la Société d'Alzheimer. Il y a un site, sociétédalzheimer.qc.ca, je crois. Je l'ai un peu plus loin dans mes références. Ça peut être une bonne façon que la personne, il dit, les questionnaires en ligne pour valider, voir qu'est-ce qu'il y en est. La médication, ça, c'est si la médication pour le cholestérol, pour l'hypertension, c'est important. Quand c'est modéré à sévère, ben là, il faut surveiller les troubles de comportement. Souvent, ils vont aller dans les programmes de jour, de répit. Des fois, ils vont transiter vers un hébergement à long terme, la médication, parce que le problème, c'est que les gens se sauvent. Donc, souvent, c'est les gens au niveau de l'Alzheimer, ils vont se retrouver dans des ressources que les portes, ils ne peuvent pas sortir sans avoir la permission. Puis éventuellement, ils peuvent se retrouver en CHSLD, en soins palliatifs, avec différents médicaments pour essayer de respecter leurs conditions. La démence vasculaire, elle, c'est un déficit cognitif, mais c'est vraiment la différence entre l'Alzheimer et la démence vasculaire. La démence vasculaire, c'est associé à un problème vasculaire, ischémique, hémorragique, anoxique, il n'y a pas d'oxygène, hypotensif, baisse de tension ou hypertension. Fait que c'est vraiment la différence entre la démence vasculaire et l'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est un problème qui n'est pas nécessairement associé à la circulation sanguine, tandis que la démence vasculaire, c'est ça. Donc, si on vous demande est-ce qu'il y a une démence, la démence vasculaire et l'Alzheimer, il y a une différence, oui. La démence vasculaire est associée à un problème circulatoire qui amène un manque d'oxygène dans certaines parties du cerveau. Bon, les facteurs modifiables, bien, c'est sûr que si les gens ont de l'hypertension orthostatique, ça peut être modifiable par la médication. Il parle l'épidémie aussi, des troubles cardiaques, arythmies. C'est sûr que si la personne a eu un AVC ou un ICT, elle est plus à risque. Le diabète, ça affecte beaucoup sur la circulation, puis le tabagisme, on sait aussi que ça affecte. C'est sûr que plus la personne est âgée, moins c'est non modifiable, donc plus les risques de démence vasculaire augmentent. La différence entre la démence vasculaire, c'est davantage les hommes versus l'Alzheimer qui est davantage les femmes. On a réalisé qu'il y a certains pays, Japon, Chine, Russie, qui en avaient plus, puis il y a un facteur héréditaire. C'est sûr que les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque, de la fibrillation auriculaire, qui ont une embolie pulmonaire, sont plus à risque d'avoir des troubles cognitifs que ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est toujours un problème de circulation globale qui va affecter la circulation au niveau du cerveau. C'est souvent plus soudain que la maladie d'Alzheimer, puis des fois, ça peut se faire par palier. Je vous avais parlé de mon grand-père plutôt qui dévissait des lumières. Ben lui, on avait réalisé du jour au lendemain qu'il faisait ça. Puis c'était effectivement la démence vasculaire. Puis souvent, c'est davantage la nuit que ces gens-là, on va voir avec la démence vasculaire, vont commencer à faire de l'errance la nuit parce qu'il y a une diminution de la vascularisation au niveau du cerveau, étant donné que la tension artérielle diminue, donc il y a moins de sang au niveau du cerveau la nuit. Puis on va souvent les voir se déplacer la nuit. Puis ça peut être bien variable versus l'Alzheimer parce que c'est sûr que ça dépend de le site du cerveau qui est moins oxygéné. Donc, si c'est le frontal, ça va affecter au niveau du comportement. Donc, dépendant de la place au niveau du cerveau qui manque d'oxygène, ça va amener des présentations différentes. Comme j'en parlais, ça parle beaucoup de l'emplacement, l'importance de la lésion. Puis des fois, ils sont capables de se rappeler avec des indices les choses s'ils n'ont pas d'atteinte dans cette région-là. Des fois, ils peuvent avoir des troubles du langage, mais c'est pas aussi important que les troubles au niveau d'Alzheimer. Ils commencent à avoir des troubles praxiques, des troubles au niveau aphasie. On le voit moins chez la démence vasculaire parce que ça dépend si cette zone-là a été atteinte. Ce qu'on va voir quand même au niveau des troubles moteurs, on peut voir un ralentissement qui est général. Des fois, on peut avoir des problèmes de démarche, on peut avoir des problèmes sphinctériens, particulièrement s'il y a des atteintes au niveau des ondes, au niveau du contrôle des sphincters, au niveau du cerveau. On peut voir s'il y a une atteinte frontale, l'habileté émotionnelle, la personne elle va passer avec des hauts, des bas, des rires, des pleurs. Elle peut être plus irritable. C'est rare qu'on voit de la violence, mais on peut en voir. Moi, je sais que mon grand-père, en fin de vie, il était rendu violent et agressif alors que c'est la personne la plus douce au monde. Souvent, ces gens-là, ils vont se plaindre davantage de fatigue, de douleur. Ils vont avoir des troubles d'humeur. Ils vont avoir un gros pourcentage qui vont être dépressifs aussi. Comme on disait, on pouvait voir par des tests radiologiques, voir c'est où les ondes au niveau du cerveau qui ont été atteintes. Donc, on peut savoir une meilleure idée sur quel type de comportement on peut s'attendre. Ça, je ne vous demanderai pas de savoir ça. Je vous les informe. Les types de démence vasculaire. Tu sais, dans le fond, on a la démence vasculaire d'origine sous-corticale qu'on appelle le Binswanger ou état lacunaire. Je vous l'écris là.
parce que l'avantage, c'est la substance blanche qui est atteinte, pour que si vous voyez ces diagnostics-là, vous auriez une place pour vous référer. Les angiopathies cérébrales amyloïdes, c'est les problèmes vasculaires qui entraînent des hémorragies corticales ou sous-corticales. Puis on a les leucoencéphalopathies, qui est l'atteinte de la substance blanche au niveau. Ça peut être relié à la démyélinisation aussi. Donc, je vous les informe. Fait que si vous avez des cas de démence vasculaire, ben, vous pourrez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, connaître ces noms-là. La démence mixte, c'est quand la personne a de l'Alzheimer en plus de la démence. C'est souvent avec la démence vasculaire. À peu près 30% des patients qui ont la maladie d'Alzheimer, ils ont aussi des problèmes vasculaires. Donc, on peut avoir la maladie d'Alzheimer plus une démence vasculaire. C'est sûr qu'encore là, on rajoute les symptômes de l'Alzheimer avec les symptômes de démence vasculaire qui peuvent être différents à cause de dépendant du stade ou de la lésion au niveau de la démence vasculaire, quelle zone du cerveau qui n'est pas vascularisée. Je vais vous parler de la pseudo-démence parce que c'est important de savoir la différence entre une démence versus une pseudo-démence. La pseudo-démence est associée à la dépression. OK? C'est qu'on va avoir l'impression que la personne a une démence, mais en fait, est en dépression assez profonde. Puis si on fait un examen au niveau des fonctions cognitives, on ne verra pas qu'il manque d'oxygène dans certaines parties du cerveau. Mais par contre, c'est souvent ça. Puis là, la particularité, puis ça, c'est important de le savoir, c'est que c'est relié à un événement. Par exemple, un deuil. Ça peut être le deuil d'un animal de compagnie. Là. En général, il y a la pseudo-démence, il y a un événement qui a amené ça. C'est précis. Puis là, le patient, il se plaint, il communique sa détresse. Mais ça peut affecter la mémoire parce que les gens sont en dépression, donc leur cerveau fonctionne moins bien. Puis en général, quand la dépression est traitée, ça va mieux. Puis c'est des patients qui ont tendance à plus faire d'efforts, à se laisser aller, à plus être capable de bouger. Donc, on pense parfois que c'est de la démence, mais en fait, c'est de la pseudo-démence. C'est vraiment associé à la dépression, très fréquent chez la personne âgée. Le délirium, ça, c'est quoi qui est temporaire, réversible. La personne va arriver, c'est souvent secondaire à des problématiques médicales. Tout d'un coup, là, il n'y a plus d'attention, l'état de conscience, c'est présent depuis moins de 3 mois, c'est aigu ou subaigu, c'est rapide, la personne est en délire. Tu sais, on le dit, il y a une personne qui est en délire. C'est fréquent chez les personnes qui sont hospitalisées parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils ne savent plus où ils sont. C'est rare, c'est pas rare qu'on peut voir que la personne elle va avoir le délirium, puis ensuite, on réalise qu'elle a de l'Alzheimer, parce que le délirium, c'est comme si c'était une crise parmi une maladie mentale. Donc, ça peut être une crise importante. Ça peut arriver chez 10 à 40% des personnes âgées qui se présentent à l'hôpital et en souffrent. La personne a fait de la fièvre, malade, et se retrouve en délirium. C'est temporaire. Ensuite, ça se stabilise, puis après, par la suite, on peut réaliser que la personne a, par exemple, la maladie d'Alzheimer ou la personne l'avait déjà. Ce qu'on va voir, c'est que c'est rapide. C'est quelques heures, quelques jours, puis là, ça va varier. Trouble l'attention, oublie, elle n'est pas capable de suivre la conversation, un discours décousu, elle n'est pas orientée du tout, elle n'est pas capable de reconnaître les gens. Souvent, ces gens-là, ils ont plus d'agitation, sont désorganisés, sont apathiques, ils ont de la somnolence, ils ont une diminution de l'activité psychomotrice, ils peuvent même halluciner. Seulement, c'est visuel, moins auditif. Ils sont plus ou moins conscients, ils ne savent plus le jour et la nuit. Donc, c'est des symptômes qu'on va voir d'un délirium. C'est sûr que plus la personne, ce qui peut rendre le cerveau plus fragile, c'est sûr que si la personne est plus vieille, plus âgée, si elle a déjà des lésions cérébrales, quelqu'un qui arrive avec une consommation, avec un abus d'alcool ou de médicaments, ça peut provoquer un délirium. Puis si la personne a des troubles sensoriels, oui, ben elle peut paniquer parce qu'elle n'entend pas, elle ne voit pas, donc ça peut créer ça aussi. C'est sûr que si la personne a des troubles de santé, elle peut avoir cardiaque, respiratoire, rein, ça affecte sa santé en général, ça peut amener des douleurs qui peuvent amener un délirium. Puis des fois, s'il y a des interactions médicamenteuses, parce que souvent, on voit les personnes âgées peuvent consommer plus que 7 à 8 médicaments, puis avoir des combos entre ces médicaments-là qui peuvent amener un délirium. Puis les facteurs précipitants, on peut voir, par exemple, des facteurs qui peuvent amener ça, des agressions, des troubles médicamenteux. On va regarder le tableau. Qu'est-ce qui peut provoquer un délirium? Bien, ça peut être des infections. C'est pas rare qu'on va voir des gens qui arrivent avec une infection urinaire qui a viré en septicémie, puis que là, ils sont en délirium. La douleur, la pneumonie, ça peut être des troubles cardiaques qui amènent ça. Ça peut être des maladies cérébrales comme un AVC, une ICT, ça va amener ça. Tout ce qui déstabilise la personne âgée peut amener un délirium. On parle des troubles métaboliques. Quelqu'un qui est en hyperglycémie, hypoglycémie, déshydratation, ça affecte tout le système. Comme on parlait
Les médicaments, les narcotiques, le combo de tous les médicaments, ça peut avoir une problématique. Les traumatismes, la fracture du fémur, parce que là, la personne est en douleur, puis on sait qu'au niveau de la chute, la principale fracture, c'est la fracture du fémur. Ensuite, suite à une chirurgie, des fois, c'est les effets de l'anesthésie. Ça peut débalancer puis déstabiliser. Quelqu'un qui a le cancer aussi, ça peut amener ça aussi, néoplasie. Si la personne s'est intoxiquée avec de l'alcool, mais aussi avec de la médication. Fécalum, c'est quand on a une selle de pris au niveau du rectum, ça peut faire beaucoup, beaucoup de douleur, puis amener un délirium. On parle aussi de rétention urinaire, la personne n'est pas capable d'aller uriner, ou une grosse douleur au niveau de l'abdomen. Donc, tout ce qui peut déstabiliser la personne âgée peut amener un délirium qui va durer, qui va être très temporaire. Bon, la démence à corps de Lewy, c'est elle que je vous parlais qui est importante à savoir aussi parce qu'on va en voir. Pas besoin de savoir que ça a été découvert en 1912. Là. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a des structures au niveau des corps de Lewy dans le cerveau. Puis dans le fond, c'est une dégénérescence au niveau de ces structures-là. Ça ressemble à un mélange de Parkinson puis d'Alzheimer en même temps. C'est davantage des hommes que des femmes, 3 pour 2. Puis c'est quand même 15 à 20 des maladies neurodégénératives. Donc c'est important de savoir que ça existe, celle-là. Ce que ça fait, c'est que au niveau des fonctions cognitives, il y a une dégénérescence qui est progressive de la mémoire et du langage. Ils ont de la difficulté à raisonner. Ils deviennent confus à l'occasion. Puis eux, ce qui est intéressant, ce qui est particulier de la démence à corps de Lewy, c'est les hallucinations visuelles. Souvent, il va y avoir des gens, des animaux. Ils peuvent voir un visage dans une couverture, un tapis. Puis, c'est sûr que plus ça devient profond, plus ça s'aggrave. Aussi, on va voir que les symptômes de Parkinson, au prochain cours, on va voir c'est quoi les symptômes de Parkinson. La rigidité, la kinésie, la difficulté de mouvement. Puis des fois, on peut avoir du tremblement un peu comme le Parkinson. On observe ce qu'on appelle la prostration. C'est un abattement physique et psychologique. La personne est abattue, elle ne bouge pas, elle n'a pas le goût de rien faire. Puis dans certains cas, il peut y avoir des syncopes. C'est des perte de conscience bref, des idées délirantes. Ils chutent beaucoup parce qu'ils ont la démarche d'un parkinsonien, puis aussi des troubles de sommeil parce qu'ils hallucinent. Donc, c'est ce qu'on va observer. Ici, c'est un tableau pour vous permettre de distinguer les 3 types. Parce que ça, c'est important, comme je disais, de savoir la différence entre la démence, le délirium et la pseudo-démence dépressive. Ça pourrait être des belles questions de voir la différence entre les 3. Ben, en fait, la démence, on regarde le début, c'est insidieux, c'est graduel. Le délirium, c'est brutal. La pseudo-démence dépressive, c'est assez soudain aussi. Dans le fond, ce qui est irréversible, c'est la démence. Les autres, le délirium puis la pseudo-démence, ceux-là sont réversibles. La démence, c'est principalement une atteinte au niveau de la mémoire. C'est sûr qu'en délirium puis en pseudo-démence aussi, là, l'attention va être aussi diminuée. La démence, on voit que c'est progressivement. Il y a une détérioration qui est tardive, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Tandis que le délirium, là, c'est tout de suite, là, ils sont désorientés. Puis, pseudo-démence, là, sont plutôt désintéressés. Leur attention, leur intérêt, puis là, sont pas désorientés, sont désintéressés, sont en dépression. La démence, eux autres, ils vont répondre des réponses à côté de la question, ils vont être tout le temps dans le champ gauche. Délirium aussi, ça va être incohérent, mais tandis qu'on regarde la pseudo-démence dépressive, là, ils sont plutôt déprimés. Fait que je sais pas, je veux pas, je sais pas. Les deux, c'est sûr que la démence, ça va détériorer. Le délirium, c'est sûr qu'ils peuvent en vivre plusieurs épisodes, donc ça peut être fluctuant. Puis si la dépression est traitée, ben à ce moment-là, l'évolution va être favorable. Bon, on parle des 4 ici principaux qui sont à savoir, ceux-là moins. On parle de l'Alzheimer, c'est la mémoire à court terme, déficit dans les cognitifs, progression plutôt lente. Tandis que la démence vasculaire, c'est qu'on regardait des risques pathologies vasculaires, puis ça progresse par palier, puis dépendamment des signes, ça va dépendre des zones du cerveau atteintes. Là, ce qui est important du corps de Lewy, c'est les hallucinations visuelles, puis aussi des variations de la fonction cognitive, puis les autres, ils ont des troubles de concentration et attention. Le frontotemporal, ça, c'est des signes de comportement qui sont évidents. Puis il y a différents types de démence frontotemporale, mais c'est principalement connaître ceux-là. La dépression aussi, ça, c'est... La dépression, c'est un changement d'état d'humeur. C'est un peu la démence pseudo-dépressive, c'est la même chose. C'est qu'elle perte d'intérêt, du plaisir. C'est le plus fréquent chez la personne âgée. C'est quand même 12 à 20 des personnes âgées en milieu de vie protégé. C'est les femmes plus que les hommes.
3. Je ne vous demanderai pas ces ratios-là. Je ne vous demanderai pas de savoir non plus les pourcentages précis. La dépression, les symptômes de dépression, on a ici les 5 symptômes qui peuvent être présents. C'est qu'on peut avoir une humeur déprimée, une perte d'intérêt. On peut avoir des gains ou des pertes de poids, puis ça doit durer pour au moins 2 semaines. Il faut avoir une bonne idée de c'est quoi les symptômes, sans nécessairement les savoir par cœur. Quand même être capable d'en nommer quelques-uns. On peut voir l'insomnie, les troubles de sommeil, l'agitation, la fatigue, la perte d'énergie, se sentir dévalorisé, culpabilité, difficulté à penser, concentrer. Souvent, quand on parle d'idées suicidaires, de plans, il faut valider ça, c'est important. Si quelqu'un vous parle d'un plan suicidaire, il faut absolument consulter le médecin, faire une référence. Puis on a le droit de, quand la personne a un plan de suicide, on a le droit de briser la confidentialité et avertir quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé à une personne âgée à qui j'ai parlé qui me disait qu'elle avait l'intention de se suicider. Je lui ai dit, je vais appeler la police pour qu'elle aille chez vous. Il me parlait au téléphone et j'ai appelé la police pour qu'il se déplace et les ambulanciers pour qu'il aille à son secours chez lui. Parce que je craignais pour sa vie. Donc, je l'ai informé. J'aurais pu le faire sans son consentement, mais je l'ai quand même informé. J'ai dit, moi, je m'inquiète pour vous. Est-ce que vous êtes en accord que je prenne des mesures? Puis à ce moment-là, j'avais informé la police, puis j'avais informé l'adresse, puis j'ai parlé au téléphone jusqu'à ce que j'entende le secours des policiers arriver. Les symptômes qui peuvent provoquer de la détresse observable ou de la fonction sociale, occupationnelle. Oups, pardon. Les symptômes ne doivent pas être conséquences directes de la substance. T'sais, des fois, ça peut être parce qu'on va plus parler d'un délirium. Puis c'est souvent un peu différent du deuil normal. C'est quand ça dure plus que 2 mois. On dit qu'un deuil normal, ça devrait se faire à peu près sur 2 mois, mais si les symptômes persistent, mais le deuil peut être un élément déclencheur, par contre. Mais quand ça dépasse le symptôme normal, on parlait de dépassement. Là, ce que je vais vous donner, je vais vous demander de m'écrire par courriel, donc ça va me permettre de voir aussi ceux qui ont écouté la vidéo jusque-là, de créer le diagnostic différentiel entre la dépression et la démence. C'est souvent qui est un phénomène qui est récurrent avec des récidives. La rémission est plus ou moins complète, ça remonte jusqu'à l'âge adulte, mais c'est quoi? Comment qu'on fait pour différencier une dépression d'une démence? Puis, c'est quoi les symptômes les plus communs que vous allez voir? Fait que je vous demanderai de me répondre par courriel pour me dire qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la dépression. Et puis comme ça, à ce moment-là, je pourrais vous corriger. Là. Vous pouvez me réécrire sur Mio pour me dire pour vous, c'est quoi la différence entre la dépression et la démence. La dépression, OK, on va avoir un délire de culpabilité, conviction d'avoir commis une faute grave pour laquelle on sera puni. On peut avoir un délire de ruine, conviction d'être abandonné de tous. C'est pas important de savoir les types de délire, mais c'est les types de délire qu'on peut voir. Conviction d'avoir le cancer, ça c'est somatique. Parfois des hallucinations auditives, moins organisées, souvent accompagnées par un retard psychomoteur. Moi, mon patient qui était en dépression, lui, il avait un délire somatique. Il était convaincu qu'il y avait une problématique qui était pire que toutes les autres, puis en fait, c'était pas si grave sa problématique. La dépression, c'est sûr qu'après ça, ils se déconditionnent, ils sortent moins. C'est sûr que ça augmente le risque de maladie puis de décès parce que là, ils sont déconditionnés. Après ça, ils mangent mal, ils manquent de protéines, hypoprotéinémie. On peut avoir la sarcopénie parce qu'on a vu plutôt que la sarcopénie était associée à la malnutrition. C'est sûr qu'il y a plus de risques accrus de chute et de fractures parce que là, ils sont en moins bonne santé. Et ils peuvent, comme on parlait de la déshydratation, ils peuvent avoir des comportements suicidaires. Donc, c'est important, c'est des facteurs qui ont tous un impact. Facteur de risque chez la personne âgée, il peut y avoir des troubles psychologiques, pour la dépression. C'est sûr que la personne, si elle abuse déjà de l'alcool, c'est un supplémentaire. Si la personne a des troubles physiques, ben, elle va moins sortir, puis déjà, ça peut augmenter la dépression. Si elle a de la douleur aussi. Si elle a des troubles sensoriels, en fait, ce que ça peut faire en sorte, c'est qu'elle sort moins. Ça peut être difficile pour elle de se déplacer. Il y a les deuils. Si la personne est célibataire ou divorcée, elle est seule, donc il y a plus de chances avec l'isolement, parce qu'on parle d'isolement social qui pourrait augmenter. C'est sûr que les gens qui sont dévalorisés au niveau socio-économique ont plus de risques de dépression. Quand on parle de dépression, quand on parle de suicide, les hommes, ça va être en général des morts un peu plus suicides, armes à feu, pendaison, tandis que les femmes, ça va être davantage l'intoxication aux médicaments. Mais quand même, on ne peut pas nier ça au niveau des personnes âgées, ça peut arriver. Les facteurs biologiques, les facteurs héréditaires, il semble avoir
qui aurait, pour les jeunes, plus il y a des hérédités de dépression dans la famille, plus ça a un impact, mais en vieillissant, ça ne semble pas avoir d'impact. Il semble avoir un niveau du vieillissement du cerveau, ça serait en lien avec des déficiences au niveau de la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. C'est d'où la médication qui est apportée pour les antidépresseurs. Puis il semblerait avoir une enzyme dans le cerveau qui dégrade des amines, la monoamine oxydase B, qui pourrait augmenter la dépression. Donc c'est quand même biologique la dépression. Il y a un facteur à ce niveau-là. Maladie vasculaire, ça peut aussi affecter la circulation au niveau du cerveau, mais on ne parle pas de démence vasculaire, on parle juste de circulation qui se fait moins bien sans avoir d'atteinte spécifique. Puis, il semblerait avoir que les gens qui ont des démences, qui ont du Parkinson, qui ont vécu des AVC, ont plus de chances d'être déprimés, de vivre une dépression à cause de toutes les conséquences de ces maladies-là. Il y a aussi des facteurs psychosociaux. S'il y a un décès de proches, on parle même de décès d'animaux de compagnie, la perte des difficultés financières. Les personnes âgées qui vivent quand même des difficultés financières, que ça peut amener des dépressions. Il peut y avoir des stress chroniques. Des fois, on parle des conflits avec les personnes dans l'entourage. On peut parler de l'aidant naturel qui n'est pas présent ou qui est les difficultés de logement, l'isolement social. Puis c'est quand même difficile. Il y en a qui arrivent à la retraite et qui vivent une dépression parce que leur rôle social, ils valorisaient beaucoup par leur travail. À ce moment-là, c'est plus difficile. Les syndromes de glissement, c'est la forme majeure de dépression, en fait. Eux autres, c'est quand que la dépression n'est pas traitée, donc on parle de syndrome de glissement. Ça amène de l'anorexie, ça amène de l'asthénie, de la faiblesse générale du corps. Les gens ont l'air d'avoir de la douleur, ils sont négatifs, ils sont passifs. Puis ils peuvent même avoir de l'agressivité envers n'importe qui essaye de les sortir de ça. Puis c'est des gens qui ont des idées suicidaires, là. Donc ça, c'est comme la forme majeure de dépression. Bon, ce que je vais vous demander aussi, ça va être l'autre exercice. Donc, vous allez avoir 3 devoirs. Vous nous écrivez par courriel et 3 symptômes de dépression. Puis expliquer pourquoi il est difficile de différencier la dépression chez la démence chez la personne âgée en quelques lignes. Donc, je vous donne ça comme devoir à faire que vous devez me remettre d'ici la semaine prochaine. Bien, ça pourrait être au retour aussi. Dans le fond, je vais vous donner la date. Je vais vous donner comme 2 semaines pour regarder toutes mes vidéos. Donc, ça va être davantage la semaine. On va regarder plus. Parce que là, actuellement, on est le 17 mars, 16-17 mars. Donc, je vais vous donner jusque la semaine prochaine. En théorie, on devrait être de retour à l'école le 1er avril. Donc, si tout va bien, ça serait le 1er avril qu'on va en discuter. Donc, d'ici le 1er avril. Bon, la communication selon les stades. Donc, une démence légère, parce que c'est important. Parce que quand on arrive pour faire des exercices avec une personne, puis que la personne est plus ou moins attentive, c'est peut-être normal. Parce que quand il y a une démence légère, on peut faire 30 à 60 minutes d'activité, puis ils vont être capables de comprendre plusieurs phrases qu'on va leur dire. Tandis que, puis ils vont être à l'inverse capables de faire des phrases complètes, mais ils vont peut-être chercher leurs mots. Donc, pour nous, ça affecte plus ou moins. Quelqu'un qui a une dépense légère à modérée, en général, leur tolérance va être 15 à 30 minutes d'activité, puis ils vont parler par phrases courtes. Donc, nous, ce qui est important quand on leur parle, c'est de parler une phrase à la fois. Parce que si on leur dit plein de consignes en ligne, quelqu'un qui a une démence légère à modérée, ils ne nous comprendront pas. Quand on parle de démence modérée à sévère, là, l'attention est encore plus diminuée et 15 minutes. Puis là, ils vont comprendre davantage des mots isolés puis du langage. Fait que nous, il faut y aller encore plus simple puis utiliser notre corps pour démontrer des choses. Puis on ne demande pas plus qu'une consigne. La démence sévère, c'est maximum 5 minutes, puis ils vont comprendre seulement le non-verbal. Donc, on va essayer de démontrer des exercices au lieu de les expliquer de long en large, ça ne donnera rien. Donc, ce qu'on peut favoriser, là, c'est quand on arrive pour communiquer avec une personne âgée, c'est quand on arrive, par exemple, en soins à domicile, c'est pas rare que la télé, la radio est ouverte. Donc, on va demander aux gens de fermer la télé, puis on va essayer d'aller dans une salle où il n'y a pas trop de bruit qui peut venir à la conversation, parce que là, la personne, elle va être moins attentive à nous. C'est sûr que plus on est loin, moins il y a de chances qu'elle nous écoute, elle va moins se sentir concernée. Fait qu'on va se tenir à une distance de 1 mètre, pas plus proche, parce qu'avec le COVID, on va être à distance respectable sur 1 mètre. Idéalement, face à la personne pour qu'elle puisse bien nous voir. Il faut toujours se présenter de façon polie, puis parler doucement. Puis là, c'est là qu'on va utiliser des phrases simples. Une directive à la fois, puis les interdictions. C'est mieux de dire « levez votre main » au lieu de « ne levez pas votre main », parce que les interdictions sont plus dures à comprendre. Fait qu'il faut toujours dire le comportement attendu versus la négation.
Au lieu de dire levez-vous pas, on pourrait dire restez assis, s'il vous plaît. Donc, c'est plus clair pour le patient. Donc, il faut aussi se donner le temps de lui donner le temps de répondre. S'il ne répond pas, mais là, à ce moment-là, on peut le répéter. Mais comme je dis, on peut aller dans l'action. Puis, il ne faut pas faire sentir qu'il est pressé, qu'on est pressé dans le temps, parce que ça va augmenter l'anxiété du patient, puis il y a plus de difficultés pour nous qui comprennent à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire, admettons que le patient a de la difficulté, mais on peut l'aider discrètement, parce que là, on peut essayer de reprendre les derniers mots pour l'aider à poursuivre, parce que là, si par exemple on dit j'ai été où, donc j'ai été, puis là, nous, on peut dire vous avez été? Ah oui, faire l'épicerie au supermarché. Donc, on essaye de reprendre les derniers mots pour l'aider à continuer sa phrase. On peut utiliser vraiment les signes non-verbaux. C'est souvent plus facile. On peut acquiescer, sourire, toucher l'épaule. C'est important de lui parler par son prénom. Ça va aider à son orientation. Il faut faire attention de ne pas parler de lui parler. Puis quand on parle de ces gens-là, des fois, on a tendance à faire comme s'ils n'étaient pas là puis qu'ils n'existaient pas, mais ils peuvent comprendre. Des fois, on va parler avec la famille, puis on va parler comme si ces gens-là n'étaient pas là. Il faut faire attention parce que ces gens-là, des fois, comprennent plus que ce qu'on pense. Surveiller les signes d'impatience, d'agitation, là, rassurer le patient s'il est bouleversé. Tu sais, on peut regarder les signes non-verbales. Puis si on voit qu'il est incapable de se concentrer à ce moment-là, il faut mettre fin à la conversation. Il ne faut pas prendre pour acquis que le patient saisit plus qu'on croit. Des fois, on pense, c'est difficile de comprendre, c'est difficile de savoir ce qu'ils comprennent de ce qu'ils ne comprennent pas. Fait qu'on va s'assurer, mais il faut faire quand même attention d'éviter de s'entretenir de lui de ce patient-là au travers, parler comme s'il n'était pas là à côté de lui. Il faut faire attention à ça, par manque de respect, parce que des fois, ils peuvent trouver ça difficile. Puis c'est important d'avoir un lien de confiance avec la personne âgée, ça va aider. Bon, souvent, il faut rapetisser nos phrases, parler moins puis observer plus. On regarde beaucoup le langage corporel. On en a parlé dans la douleur. Le langage corporel, la personne âgée, ça va nous donner beaucoup d'informations. Il faut y aller plus vers le fonctionnel, le jeu, puis on va rechercher vraiment les intérêts de la personne. Souvent, on va utiliser Madame, venez, on va faire ça, Madame une telle, on va faire ça, pour maintenir son attendant. Si la personne elle nous regarde, puis elle regarde l'objet, c'est bon, si elle hache la tête, elle tape des mains, si elle parle, ça nous touche, ça s'approche de nous, ça c'est bon signe. Si elle regarde ailleurs, les yeux baissés, si elle se lève, elle s'en va, si elle ferme les yeux, si elle fait autre chose, si elle parle autre chose, à ce moment-là, c'est un signe qu'elle ne nous écoute pas. Donc, ça, c'est important de savoir. Je pourrais vous demander c'est quoi les trucs pour favoriser la communication chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs. Donc, c'est des choses comme ça que je pourrais vous demander. Donc là, ce que je vous demande d'ici la semaine du retour en classe, c'est de m'envoyer par courriel la réponse aux questions. Donc, si on y revient, les questions étant la différence entre la démence et la dépression et les principaux signes, puis les signes de démence. Donc, je vais vous demander d'aller valider ça, puis de l'écrire par courriel. Pas besoin d'être un roman, là. Juste quelques lignes, comme ça va nous permettre de savoir si vous avez bien compris ces nuances-là. Puis ça va nous donner une information de votre niveau de votre niveau de compréhension de la matière, même si on ne se voit pas. Donc, merci, puis je vous souhaite une bonne étude.